Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où l'on va continuer d'aborder le thème de la furtivité. Alors comme Bruno l'a indiqué dans sa deuxième vidéo consacrée à ce sujet sur sa chaîne Bruno Aviation, je vais aborder le cas du F-117 abattu en Serbie par un SA-3. Comment un système sol-air russe en apparence technologiquement dépassé a-t-il pu détecter et abattre l'avion furtif en ce 27 mars 1999, soit au 4e jour seulement de l'opération alliée de force? Alors on évoque souvent un manque de protection électronique ou une route empruntée de manière régulière au cours des jours précédents pour affirmer que les Serbes avaient tendu volontairement une embuscade au F-117. Et la réalité est bien différente de ce que l'on raconte, même s'il y a une part de vérité dans tout ça. Avant de faire cette vidéo, je voulais d'abord terminer le livre que j'étais justement en train de lire sur ce sujet, que je vous recommande. Il s'agit de Missiles Against the Stealth, écrit par deux Serbes, dont l'un qui faisait partie de l'équipage du SA-3. Un livre que vous retrouverez sur Amazon et que je vous recommande fortement, qui est très bien écrit. Si l'on met de côté les positions des auteurs qui ont un point de vue pro-serbe, ayant vécu cette opération militaire comme une agression et n'évoquant pas justement les exactions de leur pays à l'encontre d'une partie de la population kosovare, le livre est une analyse très détaillée sur la furtivité et sur le système SA-3. J'avais déjà par le passé étudié le SA-3 quand j'avais écrit un manuel de référence pour les missions SEAD destinées au simulateur de vol Falcon 4. J'ai aussi étudié le SA-3 via le site Sim Simulator, dont vous pouvez trouver des vidéos sur YouTube, un logiciel qui est gratuit, bien qu'assez ancien, qui est très instructif et qui permet de découvrir le fonctionnement de ces systèmes solaires russes. La furtivité du F-117. Pour comprendre sur quoi repose la furtivité, il est important de comprendre les bandes de fréquences radar. Les radars fonctionnent sur des bandes de fréquences différentes suivant leur utilisation. Sur le dessin que vous avez ici, vous avez l'ancienne dénomination des bandes de fréquences à droite et la nouvelle désignation à gauche. Les radars de surveillance à longue portée fonctionnent sur la bande D, anciennement désignée bande L. Quant aux radars de conduite de tir utilisés pour engager les cibles, ils sont souvent en bande I et J, qu'on appelait auparavant les bandes X, KU et K. Intéressons-nous au SA-3 Goa. Si on regarde les radars du SA-3, on en trouve deux qui sont dédiés à la surveillance et un dédié à la conduite de tir et donc au guidage des missiles. Le P15 Flatface ou Squat Eye dans les radars de surveillance, le P18 Spoonrest qui est aussi un radar de surveillance et un radar de conduite de tir qu'on appelle le low blow pour le SA-3. Le P15 est un radar monté sur un camion qui peut être déployé en 10 minutes. Son antenne supérieure, celle que vous voyez sur le dessus, lui permet d'améliorer la détection de cibles volant à très basse altitude, en ayant un point de vision un petit peu plus haut. Il fonctionne en bande C. Le P18 est un radar à bande VHF, qui peut fonctionner avec les systèmes SA2 et SA3. Il fonctionne en bande VHF comme je viens de le dire. Particularité de cette bande, c'est qu'elle ne faisait pas partie des bandes reconnues par la plupart des détecteurs d'alerte radar des avions occidentaux. Seuls les avions espions de type EC-135 et U-2 pouvaient les repérer. Le low blow, il assure le verrouillage et le guidage des missiles vers la cible. Il fonctionne lui en bande I. C'est la partie la plus dangereuse du SA-3, car sans elle, le système ne peut pas tirer de missiles. Alors on va récapituler. On a donc un système qui peut potentiellement fonctionner, si tous les équipements sont disponibles, sur 3 bandes. Bande C, bande VHF et bande I. Le F-117 avait une signature radar optimisée pour réduire sa détection vis-à-vis de certaines bandes de fréquences, et en priorité les bandes I et J. Donc en théorie,
le F-117 était optimisé pour être plus furtif face à des radars du type Loblo. Et pourtant, ce radar a bien détecté le F-117 et suffisamment pour pouvoir guider un missile dessus. Tout simplement parce qu'il était à une distance suffisamment proche, comme on verra un peu plus loin dans la géométrie de l'engagement. Le site SA-3 serbe disposait d'un radar P-18 cette nuit-là, qui, de par sa bande VHF, pouvait plus facilement détecter un F-117. Et c'est justement ce radar qui a détecté l'avion à courte distance en premier et qui a permis de guider l'opérateur du radar Loblo pour diriger son antenne dans la bonne direction afin de verrouiller la cible et de guider ses missiles dessus. Alors, tout furtif qu'il était, le F-117 peut plus facilement être détecté à courte distance, ça faut en être conscient. La puissance du radar à courte distance est telle que l'écho qui revient à l'antenne sort davantage par rapport au bruit ambiant, suffisamment pour désigner la cible et l'attaquer. Il faut savoir également que suivant l'angle que présente le F-117 au radar, il est plus ou moins furtif. Observons la géométrie de la détection. Il semble qu'au-delà de 23 km, le F-117 n'a pas été détecté par le P-18. C'est quand il a tourné à gauche qu'il semble avoir offert un profil radar moins flatteur. Et pendant tout le reste de l'engagement, il a montré son profil latéral. Si vous regardez sur cette image, on constate que le côté est celui qui est le moins furtif, raison pour laquelle le Loblo a pu le verrouiller, et ce jusqu'à l'impact du missile. Il a été avancé comme argument le fait que le F-117 venait de larguer ses bombes sur sa cible et que l'ouverture de la soute à bombe avait pu contribuer à augmenter ponctuellement la signature radar de l'avion. Il est exact que l'avion avait procédé à un bombardement quelques instants avant que le radar ne le détecte. Mais à en juger par les témoignages des opérateurs solaires serbes, cela ne semble pas être la cause de la détection. En effet, l'opérateur fait état d'un écho suffisamment important sur le scope, mais aucune variation de son intensité pendant toute la phase d'engagement n'a été notée. Or, si l'écho pouvait être fort lorsque la soute était ouverte, l'opérateur aurait remarqué une variation importante de l'écho lorsque la soute se serait refermée. Et ça n'a pas été visiblement le cas. Les opérateurs pensaient qu'il s'agissait d'un avion standard de type F-16 et ils n'avaient aucun moyen de savoir qu'il s'agissait d'un F-117. Tout ce qu'ils voyaient était un point brillant sur le radar suffisant pour guider des missiles dessus. Mais ça n'est pas la seule explication avancée par les Américains, je dirais même plutôt excuse. Cette nuit-là, la météo était très défavorable et de nombreuses missions avaient été annulées, dont certains vols devant assurer une protection électronique, à savoir les avions brouilleurs de type EA-6B Prowler. Sans cette protection, le F-117 était en effet plus vulnérable. Pour comprendre cela, il faut savoir comment un radar est capable de détecter un avion. Quand le radar va recevoir les échos réfléchis par des obstacles ou des avions, il faut qu'il soit en mesure de les voir ressortir suffisamment par rapport au bruit ambiant. Tout radar va recevoir un certain niveau de bruit qui provient de l'environnement qui l'entoure. On s'attend à voir un pic quand le radar détecte quelque chose qui réfléchit davantage. Et ce sont ces pics qui créent justement des plots radars sur le scope. Quand on crée du brouillage radar, une des techniques, et la plus utilisée en brouillage offensif, est de bombarder l'antenne radar avec du bruit. Ainsi, vous relevez de manière significative le niveau de bruit et votre écho-radar se retrouve potentiellement noyé dans le bruit. Le radar et donc l'opérateur se retrouvent dans l'incapacité de discerner l'avion dans ce bruit. C'est le cas des deux échos que l'on voit sur cette image à droite. Néanmoins, l'écho à gauche arrive à ressortir encore un peu et l'avion est donc détectable ici. Mais si notre F-117 a un écho qui correspond à l'un des deux échos à droite, alors il est masqué. Alors que dans le cas précédent, sans brouillage par bruit, il était visible. Il ne le serait plus dans ce deuxième cas. Facile de se rendre compte que l'absence
de brouillage peut avoir contribué à la détection plus facile du F-117. Sauf que, en pratique, ça n'est pas si simple que ça. Il est facile de brouiller un radar que l'on détecte qui émet sur 360 degrés. Mais un radar qui émet dans une direction bien précise et uniquement dans cette direction, vous allez comprendre que cela requiert un positionnement précis des appareils assurant le brouillage par rapport aux avions à protéger. Dans la journée qui a précédé cet événement, le bataillon SA-3 qui se cachait gardait ses radars silencieux pour ne pas que les avions espions les détectent puis les localisent. Vous savez, ces fameux RC-135 que j'ai déjà présentés en détail dans une vidéo dédiée aux avions espions. Je vous renvoie vers cette vidéo. C'est un jeu du chat et de la souris. Sauf qu'ici, la souris, elle peut vraiment mordre le chat. C'est pourquoi les Serbes prenaient soin d'orienter leur radar vers l'est lorsqu'ils faisaient des tests. Et c'est d'ailleurs ce qu'ils ont fait la veille pour réparer le P-18 qui avait un souci. C'est très malin, car tous les avions de renseignement de la coalition étaient majoritairement à l'ouest de la Serbie, donc un radar qui émettait vers l'est ne peut tout simplement pas être détecté de cette manière. Ou alors, il fallait placer des avions RC-135 dans toutes les directions autour de la Serbie, et ce, chaque jour, pour tenter de détecter instantanément un radar, même s'il n'émet que sur un court laps de temps. Difficile, voire impossible, compte tenu du faible nombre d'avions disponibles, sachant qu'ils devaient se relayer en vol pour assurer une permanence sur zone. Et les Serbes, ils l'ont joué malin. Ils ont régulièrement placé en plus des imitateurs de radars qui fonctionnent avec les mêmes caractéristiques que les radars du SA-3. Ainsi, les avions espions détectaient ces imitateurs radars et déterminaient leur position afin de mettre à jour l'ordre de bataille, pensant que c'était vraiment des sites SA-3. Ceci permettait de prévoir des missions de frappe, soit directement sur ces cibles, mais aussi, et c'est là que ça devient intéressant pour notre F-117, pour planifier des routes étant supposées plus sûres. Nul doute que la route du F-117 cette nuit-là avait été prévue pour éviter méticuleusement les zones d'engagement des systèmes solaires détectés, qui étaient en fait certainement des imitateurs, afin de réduire le risque de détection. Les Serbes se tenaient donc en embuscade dans des couloirs, attendant qu'un plot radar soit détecté avec les antennes radar pointées dans un secteur précis, visiblement ici vers le sud, dans lequel le risque de détection était plus faible par les avions espions de la coalition, mais aussi par d'éventuels avions de guerre électronique, s'ils ne passaient pas dans ce faisceau de radar. Si vous regardez les deux avions de brouillage EA-6B Prowler que j'ai placés ici sur cette image, juste pour l'exemple. Le brouilleur 1 n'a aucune chance de détecter le radar serbe, et encore moins de le brouiller, puisque les antennes ne pointent pas dans sa direction. Il aurait fallu qu'un EA-6B soit dans le faisceau du radar, et donc au sud, pour que celui-ci détecte la menace. Et mon dessin est d'ailleurs exagéré, puisque le faisceau radar du Loblo, qui assure le verrouillage de la cible, est de seulement 5 à 7 degrés en pratique. C'est donc bien plus étroit que ce que vous voyez sur ce dessin, mais à longue distance, ça peut donner une zone qui est assez large. Pour pouvoir camoufler le F-117, il faut que le prowler se place exactement dans l'alignement du F-117 et du radar serbe, pour pouvoir brouiller l'azimut précis où se trouve l'avion. Comme vous imaginez, lors d'une mission de brouillage, le positionnement des avions brouilleurs est ici critique si l'on veut avoir l'effet escompté sur le radar. Les témoignages des opérateurs serbes ne parlent d'aucun brouillage cette nuit-là. Ce secteur n'était donc pas couvert cette nuit-là, potentiellement à cause de la météo qui a limité le nombre d'avions en mission. Reste une autre question que l'on est en droit de se poser: si le P-18 opère dans des gammes de fréquences dans lesquelles le F-117 n'est pas optimisé pour maximiser la furtivité, on peut comprendre qu'il ait été détecté. Mais le radar de conduite de tir Loblo du SA-3, qui lui est dans une gamme de fréquences, réputé comme faisant partie des gammes
pour lesquels le F-117 est mieux optimisé, pourquoi ce radar vieillissant l'a-t-il détecté? Eh bien à cause d'un paramètre qui influe sur l'efficacité de la furtivité. Un paramètre contre lequel le F-117 ne pouvait rien faire. C'est la distance. La géométrie détaillée dans l'ouvrage que je vous ai parlé en début de vidéo est très intéressante. A noter que les distances sont en kilomètres et non en nautiques comme on a l'habitude, puisque les matériels russes fonctionnent avec des unités métriques, et donc ils parlent en kilomètres et en mètres. L'avion a d'abord été détecté à une vingtaine de kilomètres par le P-18, et le SA-3 a tenté un verrouillage à moins de 20 km. L'engagement, on le constate, est resté dans une distance comprise entre 15 et 20 km. Non seulement ça démontre l'excellente réactivité des opérateurs serbes, car la fenêtre de tir était très étroite, de l'ordre d'une quarantaine de secondes. Passé ce délai, l'avion aurait été sur une trajectoire d'éloignement qui l'aurait rapidement fait sortir de la portée maximale du missile. Le SA-3 est un missile particulièrement efficace, même sur des cibles qui manœuvrent jusqu'à 6 ou 7 G. Mais il a un défaut, c'est sa faible portée. La fenêtre de tir est donc très étroite et les Serbes ont su saisir cette opportunité cette nuit-là. À de telles distances, la furtivité n'est plus efficace, car la puissance de l'écho qui revient à l'antenne radar est suffisamment forte pour pouvoir détecter l'avion. Même si le F-117 en a dévié une partie de ses ondes et absorbé même une autre partie, cela ne suffit plus à cette distance pour le maintenir sous le seuil du bruit. Voilà pourquoi l'opérateur n'a eu aucune difficulté à le verrouiller. Alors il a dû s'y prendre par 3 fois pour y parvenir, mais selon moi, ça n'est pas à cause de la signature radar de l'avion, mais parce que celui-ci se déplaçait de manière radiale par rapport au radar, et que l'opérateur devait changer constamment l'orientation de l'antenne pour le suivre, afin qu'il ne sorte pas du volume de détection de ses antennes, qui est très étroit. Sachant qu'il devait aussi orienter l'antenne verticale pour suivre l'avion verticalement, la manœuvre ne devait pas être aisée, surtout que sur le SA-3, pour bouger les antennes, il faut tourner une forme de roue, ce qui n'est pas super ergonomique. Ça demande un peu d'entraînement. On aurait pu croire que l'opérateur aurait dû assurer un verrouillage manuel et qu'ils doivent assurer ce suivi manuel en pensant que les caractéristiques furtives de l'avion compliquent l'accrochage radar. Eh bien en fait, pas du tout. Une fois le verrouillage effectué, le système a maintenu le verrouillage et les antennes suivaient automatiquement la cible. Alors une question qu'on va se poser aussi, c'est l'absence de RWR, c'est Radar Warning Receiver, détecteur d'alerte radar. Dans les témoignages des opérateurs serbes, ils expliquent que le F-117 a tenté une évasive en montée. Alors je serais beaucoup plus sceptique sur le fait que le F-117 ait vraiment tenté une évasive. Pourtant, le pilote du F-117 a affirmé avoir vu visuellement le missile, mais comme le font remarquer les Serbes, il y a des incohérences dans son récit par rapport aux événements connus. D'abord, le pilote du F-117 a affirmé avoir vu visuellement le missile. Alors, cette déclaration a de quoi surprendre sur un détail. Pourquoi visuellement ? Et pas par un dispositif d'alerte radar, qui l'aurait averti avant même le tir du missile. Le F-117 était d'abord traqué par le P-18, puis ensuite par le radar Loblo du SA-3. Si la gamme du P-18 ne faisait pas partie des gammes de fréquences détectables par les systèmes d'alerte radar de l'époque, celui du SA-3 faisait bien partie des bibliothèques de menaces des détecteurs d'alerte radar, notamment du F-16 et des autres avions américains. Pourquoi le pilote ne parle pas de son détecteur d'alerte radar, de son RWR, qui aurait dû l'avertir du danger bien avant que le missile ne soit tiré? C'est un sujet passionnant, car l'US Air Force n'a jamais donné de précision sur cette capacité à bord du F-117, et à savoir est-ce qu'elle était réellement disponible. Et vous allez voir que ce point est encore aujourd'hui un grand mystère qui nous amène à nous poser des questions encore taboues sur cet avion. D'abord, comme l'explique l'ouvrage que je vous ai présenté, quand on regarde le manuel de vol du F-117,
qui a été déclassifié, hein, ou du moins en partie. Il est bien fait mention d'un système de localisation radar appelé Radar Locator System, RLS, et de 2 antennes rétractables situées sous l'avion. J'ai bien dit rétractables. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Ces antennes sont rétractables pour ne pas dégrader le profil furtif de l'avion. Cela signifie donc que pour disposer de cet avertisseur de radar, le pilote devait les déployer et accepter ainsi de dégrader sa signature radar. Le choix n'était-il pas de privilégier au maximum la furtivité, surtout en plein milieu du territoire ennemi, qui plus est non loin de la capitale serbe? Auquel cas, cela pourrait expliquer l'absence d'avertissement et donc la déclaration du pilote omettant une détection de ce système RLS du radar qu'il a engagé, prenant ainsi le pilote par surprise. On peut donc s'interroger sur l'utilité d'un tel système sur le F-117. Si la tactique consistait à ne pas l'utiliser au risque de dégrader ses performances en matière de furtivité, on peut aussi s'interroger sur la réelle présence d'un tel dispositif à bord du F-117. Et si le manuel publié du F-117 nous montrait un système qui n'avait en réalité jamais existé sur cet avion, eh bien cela est tout aussi probable. Sur les quelques images que l'on peut glaner du cockpit du F-117, aucune ne montre la présence d'un indicateur sur la planche du cockpit. Pourtant, cet équipement est facile à repérer. On aurait dû avoir un système assez similaire à ce que l'on observe sur le F-16 en haut à gauche. Un système qui aurait été tout simplement rajouté dans le cockpit du F-117. Le F-117 a toujours été construit avec des ajouts provenant d'équipements déjà disponibles. Donc si on ne le voit pas sur les images du cockpit, c'est qu'il n'a peut-être jamais existé sur F-117. Et ça, l'US Air Force peut très facilement cacher cette faiblesse de l'avion qui laissait les pilotes aveugles parce que l'intégration d'un tel système aurait nécessité l'implantation d'antennes sur la cellule qui auraient pu dégrader justement la furtivité et donc l'efficacité de l'avion. Si des ingénieurs de Lockheed ont annoncé avoir prévu un tel système sur l'avion lors de sa conception, rien, je dis bien rien, ne vient confirmer que l'US Air Force a bel et bien installé un tel système. Et donc le doute reste encore permis aujourd'hui. On va parler maintenant de cette histoire des 2 missiles. Vous allez comprendre pourquoi. Autre incohérence notée, le pilote a affirmé avoir vu un premier missile exploser, mais que c'est le 2e missile qu'il a touché. Or, d'après la description des événements par l'équipage du SA-3, cela est tout bonnement impossible. La procédure de tir consistait à tirer toujours 2 missiles sur une cible. Les tactiques russes, bien connues dans le but de pallier à un missile défectueux, mais aussi à augmenter les chances de coup au but, utilisaient justement cette tactique de tirer 2 missiles. Et en effet, lors de cet engagement du F-117, 2 missiles ont bien été tirés sur le F-117. Quand ceux-ci ont été tirés, il y a une phase initiale pendant laquelle le missile part dans la direction du tir sous l'impulsion du booster. Pendant cette phase, le missile ne peut pas communiquer avec les systèmes de guidage, certainement parce que le booster masque les antennes pour pouvoir dialoguer. Une fois le booster largué, soit après une propulsion initiale de 2 à 4 secondes, le missile active le propulseur, qui est un autre étage fusée, et cela pendant 20 secondes. Et il établit la liaison avec le système de guidage à ce moment-là pour recevoir les corrections de trajectoire à appliquer. Or, on sait que le 2e missile qui a été tiré a continué en parabolique parce que la liaison avec le système de guidage n'a pas pu se faire à l'issue du largage du booster, et donc dès le début de son envol. Il n'y a donc eu, en réalité, qu'un seul et unique missile qui a suivi les instructions de guidage. Pourquoi le pilote a-t-il fait cette déclaration? L'avion a-t-il d'abord été endommagé avant que la cellule ne se disloque quelques instants après l'explosion du missile, laissant croire au pilote que la rupture était due à l'impact d'un autre missile? C'est possible,
Nous n'avons pas plus d'éléments sur ce point, mais ce qui est certain, c'est qu'il n'y a eu qu'un seul et unique missile et non pas deux, comme le prétend le pilote du F-117 dans son témoignage. Autre sujet à controverse, cette soi-disant évasive. Alors pourquoi je suis sceptique sur cette évasive? Pour deux raisons en fait. Le début de la montée d'abord. Quand on observe la géométrie de l'interception publiée dans l'ouvrage en question, on constate que le F-117 a commencé à monter avant le tir du missile. Dans le récit du pilote, celui-ci a indiqué avoir initié la montée après avoir vu le missile sur sa droite. Sauf que ça n'est pas possible. S'il avait initié une montée pour cette raison, cela voudrait dire que le système RLS, donc le détecteur d'alerte radar, l'avait informé du verrouillage radar. Tant que le missile n'est pas en l'air, le pilote ne peut pas le voir. Or, comme on vient de le voir, il n'a absolument pas abordé ce point. Ce qui est en revanche plus probable est que le F-117 qui venait de traiter sa cible avait dû descendre afin que son FLIR, son système infrarouge, pour qu'il puisse détecter sa cible et qu'il puisse l'identifier, il fallait qu'il descende. À l'époque, la qualité des optiques FLIR nécessitait de descendre généralement en dessous de 20 000 pieds pour pouvoir discerner la cible et guider les bombes efficacement. La hauteur de l'avion lors de la phase de détection initiale était de 6 000 mètres, ce qui fait environ 20 000 pieds. Il ne serait donc pas surprenant qu'une fois la cible traitée, le pilote remonte à une altitude plus élevée. Et je pense justement que c'est ce qui s'est produit. La montée ne serait pas liée, selon moi, à la détection de la menace du SAM. Ensuite, la justification du pilote que la montée correspondait à une évasive. Là aussi, je suis très dubitatif. Une montée n'est pas la manœuvre évasive privilégiée par les pilotes de chasse, et encore moins face à un SA-3. Il faut, pour un SA-3, plonger pour prendre de la vitesse et s'éloigner du système solaire. Une manœuvre d'évasive classique sur un SA-3, dans ces conditions-là, aurait dû être de plonger et de virer le plus serré possible à gauche pour creuser la distance entre le radar et l'avion. Et cela aurait eu deux conséquences sur le missile. Premièrement, un virage serré pouvait potentiellement casser le verrouillage du radar. Sans ce verrouillage, le missile aurait continué dans une direction où l'avion ne pouvait plus être. Ensuite, en descendant plus bas, cela aurait forcé le missile à rester dans des couches d'air plus denses, le faisant épuiser plus rapidement son énergie et potentiellement tomber plus facilement à court de distance. Il faut savoir que les missiles sont propulsés par un laps de temps très court. Une fois le carburant fusée épuisé, le missile n'est rien d'autre qu'un vulgaire planeur qui va perdre très vite son énergie. Et en manœuvrant, cela aurait justement forcé le missile à manœuvrer aussi et à perdre encore plus d'énergie. Avec un missile volant à 2500 km/h, les choses vont vite. Mais avec un avion qui s'éloigne à 800 km/h, cela force le missile à parcourir des kilomètres supplémentaires au cours desquels il va épuiser davantage son énergie, réduisant fortement sa capacité à suivre sa cible qui manœuvre. D'autant que la technologie de guidage du missile, pour expliquer de manière simple, consiste justement à remonter un faisceau radar provenant de l'antenne UV11, l'antenne qui est au centre du loblo. Et cette antenne, elle est constamment pointée vers la cible. Par conséquent, le missile n'a pas une trajectoire dans laquelle il anticipe la position de la cible, mais il corrige constamment sa trajectoire. De ce fait, il agit continuellement sur ses gouvernes, ce qui crée de la traînée et épuise encore plus vite son énergie. Tout le but de l'évasive consiste donc à faire en sorte que l'énergie du missile s'épuise le plus vite possible. Et si l'on s'éloigne du missile et que celui-ci finit par trop dégrader son énergie, la vitesse du missile peut rapidement être insuffisante pour rattraper sa cible. Et le missile de SA-3, ayant une portée relativement faible, cela doit pouvoir se faire assez facilement quand on évolue en bordure de sa zone d'engagement. Et à en juger par la position du F-117 par rapport au radar, celui-ci avait plus de chances d'éviter le missile en partant en virage à gauche, plutôt que de monter. Toutefois, le F-117 n'est pas un avion très manœuvrable.
ses chances de casser le verrouillage de cette manière étaient relativement faibles. Sauf s'il offre ensuite un profil radar peut-être plus faible. Sa seule chance de s'en sortir aurait été de réagir vite pour épuiser l'énergie du missile, mais il était certainement déjà trop tard. Il n'aurait jamais dû passer aussi près du SA-3. Mais ça, il ne pouvait pas le savoir, il ne savait pas que le SA-3 était planqué à cet endroit-là. Autre point qui aurait pu contribuer à éviter efficacement le missile, les leurres à paillettes, qu'on appelle des chaffs en anglais. Cela aurait pu brouiller le radar qui assure le guidage et casser le verrouillage du radar. Sauf que le F-117 n'est pas équipé de chaff, ni de flares d'ailleurs. Les flares qui permettent de leurrer les missiles à guidage infrarouge. Et l'US Air Force a tout misé sur la furtivité dans cet avion, sans imaginer que celui-ci pourrait bien être un jour verrouillé efficacement. L'US Air Force considérait en effet qu'équiper le F-117 de leurres chaff aurait créé des échos visibles sur certains radars qui auraient pu aider des opérateurs à pointer le radar plus efficacement dans cette direction. Ce qui n'est pas faux. Mais la contrepartie est que l'avion se retrouve totalement démuni d'un équipement qui aurait pu le sauver dans le cas de cette situation. Pour les leurres infrarouges, cela paraît évident car cela aurait immédiatement donné la position de l'avion visuellement même de nuit, sauf s'il y a des couches nuageuses. Autre point que l'on peut aborder dans cette situation, c'est la question de l'efficacité du SEAD, Suppression of Enemy Air Defense, c'est la suppression des défenses antiaériennes ennemies. S'il y a bien un point que l'on peut mettre en lumière dans cet événement, c'est la question de l'efficacité discutable du SEAD lors de l'opération au-dessus de la Serbie. La coalition a tiré un total de 815 missiles anti-radar AGM-88 HARM. Alors, ce graphique permet de constater que la majeure partie des missiles tirés, plus de la moitié, ont visé des SA-6. Le SA-6 était le système le plus évolué, bien qu'assez ancien et déjà dépassé à l'époque, mais qui offrait une grande mobilité et les Serbes les déplaçaient systématiquement. Ils étaient nombreux et représentaient la plus grande menace pour les chasseurs alliés. Le SA-3, en revanche, a représenté 2 fois moins de missiles anti-radar tirés dessus. Et cela s'explique, c'est justement par plusieurs éléments. C'est intéressant de rapporter ce chiffre et ce que possédait réellement l'armée serbe comme système SAM au moment du déclenchement de la guerre. L'armée serbe disposait au début de la guerre de 6 systèmes SA-2 et dont seulement 3 étaient opérationnels. Disposait ensuite de 15 systèmes SA-3 et plus de 80 systèmes SA-6. Plus après 113 missiles SA-9 Gaskin qui sont des missiles à guidage infrarouge mais dont le véhicule est équipé justement d'un petit radar de télémétrie dont le but est de vérifier la distance afin de tirer à la bonne portée. Ces SA-9 sont visiblement regroupés dans la partie que l'on voit sur ce camembert, dans la partie IR Manpad. Les systèmes SA-2 ont été frappés directement, mais pas par des missiles anti-radar. Étant donné que le SA-2 est un système fixe, leurs coordonnées étaient connues et faciles à frapper. Au final, le SA-3, étant un système fixe mais pouvant être mobile, a été un peu moins touché. Et le SA-6, étant lui plus mobile, l'OTAN a eu beaucoup plus de difficultés à débusquer ceux qui avaient été éparpillés et à les frapper efficacement. Et idem pour les SA-3 qui avaient été également un peu déployés à droite à gauche. On estime que seulement le quart des SA-6 auraient été détruits. Et 70% des SA-3 fixes ont été détruits. On parle bien des fixes, pas de ceux qui ont été éventuellement déployés. Mais dans ces résultats, combien étaient des leurs ? Eh bien, on ne sait pas. Cela montre la consommation excessive de missiles anti-radar, mais surtout le manque d'efficacité peut aussi être attribué à la tactique employée ainsi qu'à la nature du terrain. En Irak, le désert n'offre pas beaucoup de moyens de cacher ces systèmes. Dans le paysage plus montagneux et les forêts de la Serbie, cela rend la mission SEAD beaucoup plus délicate. La coalition a surtout utilisé les missiles HARM dans le but de forcer les opérateurs serbes à couper leur radar.
on ne peut pas dire que la distraction des systèmes SAM serbes a été une grande réussite. Mais l'objectif n'était-il pas de limiter au maximum les pertes parmi les avions de la coalition? Et sur ce point, on peut dire que l'objectif a été atteint. La coalition a perdu seulement un F-117 et un F-16 pendant l'opération Allied Force. Mais il y a un troisième avion, le 19 mai 1999, qui n'a pas été clairement identifié et qui a été justement engagé par le même bataillon qui a abattu le F-117. Et on va aborder ce point-là parce que vous allez voir que c'est très intéressant ce que l'on peut apprendre sur cet événement. Les spéculations vont bon train et pas n'importe quel avion, car il pourrait s'agir seulement, selon les Serbes, d'un B-2A Spirit, soit un autre avion furtif à seulement 15 km de la frontière croate. Imaginez un B-2 Spirit, l'avion le plus furtif de l'US Air Force, qui pourrait avoir été abattu par les Serbes. C'est bizarre, on n'en entend pas parler. Le récit de cet engagement par l'équipage du SA-3 semble clairement indiquer qu'ils ont touché quelque chose de très gros cette nuit-là. C'est en tout cas l'observation du plot radar qui le laisserait penser. Cette nuit-là, il y avait justement 2 B-2 qui auraient frappé la capitale serbe. Se pourrait-il que ça puisse être un leurre aussi? Mais c'est pour surtout l'embarras, vous allez voir, des États-Unis qui laisse planer un gros doute sur ce qui s'est passé. La cible aurait visiblement subi l'impact de 2 missiles. Ou du moins, l'image radar de l'opérateur montrerait que les missiles ont atteint une zone très proche de la cible. L'appareil aurait alors ensuite pris la direction de la Croatie, où il se serait écrasé dans une forêt. Et il semble bien que quelque chose se soit écrasé dans ce secteur, d'après notamment des témoignages de policiers croates et de pompiers croates. Mais pas seulement, mais aussi il y a eu des informations qui ont été transmises par la radio croate et par la télévision croate pour annoncer que quelque chose s'était écrasé. Sans préciser quoi. La zone aurait d'ailleurs été bouclée pendant plusieurs mois. Une activité importante de camions aurait été observée dans la zone, ainsi que des avions de transport depuis l'aéroport de Tuzla. Le site a été clairement identifié et des images satellites montrent que la forêt a bien subi des dégâts compatibles avec un crash d'un avion de grande taille. Et d'ailleurs, un petit lac a depuis fait son apparition à cet endroit, comme on peut le voir plus tard sur d'autres images satellites. Effet troublant. Un B-2A, le Spirit of Missouri, a disparu du registre annuel cette année-là, avant de réapparaître plus tard, et d'être notamment observé en 2003 lors de la campagne en Irak. Mais était-ce le même avion? Ou un autre avion qui aurait été recyclé avec d'autres marquages? Bonne question. Les missions des B-2 étant menées depuis leur base de Whiteman, et non depuis une base projetée, la vérification du nombre réel de B-2 est plus difficile à traquer, et donc plus facile à cacher par l'US Air Force. Encore plus troublant, et ça c'est quand même extrêmement troublant, après le 21 mai 1999, soit au lendemain de cet incident, les B-2 ont été totalement retirés des combats sans aucune explication de la part de l'US Air Force. Si ça n'est de dire que le théâtre représentait un danger important. En quoi le théâtre représentait un danger plus important maintenant qu'avant? Coïncidence quand même très troublante. Tout aussi surprenant, c'est que ni les autorités américaines ni l'US Air Force n'ont confirmé la moindre perte cette nuit-là. Le sujet était tout simplement éludé comme s'il ne fallait surtout pas en parler. Et d'après certaines déclarations d'opérateurs serbes ayant pu échanger avec des militaires après la guerre, quand le sujet avait été évoqué, bizarrement, les Américains n'ont pas nié, mais ont semblé embarrassés et sont passés à un autre sujet. Le B-2 n'est pas pour autant invisible. Comme vous pouvez le voir sur cette simulation, une proportion plus importante est déviée sous un certain angle, ce qui peut rendre l'avion détectable
si cette énergie est réfléchie en direction d'un récepteur radar sur cet axe. Le bataillon avait d'ailleurs peint une silhouette de B2 sur la cabine du système SAM, comme un trophée. Silhouette qui a, étonnamment, été depuis effacée. Si ça avait été un B-52, ça n'aurait pas créé un tel embarras, surtout un tel silence. Alors qu'ont-ils touché cette nuit-là? Bonne question, je vous laisse faire votre propre idée de ce qui a pu se passer. En conclusion, comme vous avez pu le constater, la furtivité n'est pas une solution miracle permettant de rendre un avion invisible au radar. Si la première guerre du Golfe a permis d'utiliser le F-117 avec un effet de surprise évident, l'armée serbe a mis en place une stratégie non seulement de redéploiement des forces, associée à l'utilisation de leurres, afin de diminuer l'efficacité de l'aviation alliée. Et ça a particulièrement bien marché. Si la campagne alliée de force est présentée comme la première guerre remportée uniquement avec l'arme aérienne, le succès militaire est à fortement nuancé. L'armée serbe n'a pas subi autant de pertes que ce qui a été avancé. Cette campagne a surtout démontré les limites de l'arme aérienne, utilisée ici pour un but politique plus que militaire. L'avantage de la furtivité, même s'il tend à diminuer aujourd'hui avec la prolifération de radars plus sensibles, fonctionnant sur d'autres gammes de fréquences où elle est moins efficace, mais aussi de détecteurs à infrarouge, permet encore de profiter d'un avantage tactique à condition de rester suffisamment éloigné des radars. Tout avion furtif sera forcément détecté en dessous d'une certaine distance. Comme toute nouvelle technologie, elle est efficace tant que l'adversaire n'a pas mis en place des contre-mesures, des contre-technologies ou des contre-techniques. Les opérateurs serbes ont su saisir une opportunité cette nuit-là et ils l'ont très bien fait. Je vous recommande donc vivement la lecture de cet ouvrage qui, même si l'on se doute bien que les Serbes ne dévoilent pas tous les secrets de cet engagement historique, est toutefois très instructif. Je terminerai avec cette affiche humoristique disant « Désolé, nous n'avions pas vu qu'il était invisible. Salutations de Serbie ». Personnellement, j'aime bien leur humour. Mais si vous regardez bien, il y a un petit détail sur cette fiche qui est assez intéressant. Regardez le nombre de F-117 qui ont été barrés. Il y en a 3. Pourquoi? Les Serbes, ils ont abattu qu'un seul avion. Eh bien, tout simplement parce que l'on estime qu'il y a aussi 2 autres F-117 qui ont été endommagés pendant l'opération Alliée de Force. Alors ça, on le sait, car ils n'ont pas été en mesure de rentrer aux États-Unis par leurs propres moyens et ont dû être transportés par avion. Si on transporte un avion par avion, c'est bien qu'il n'est pas en mesure de voler par ses propres moyens et qu'ils n'ont pas pu le réparer sur la base où il opérait. Donc, on pense que les Serbes ont aussi touché 2 F-117, mais qu'ils ont réussi quand même à rentrer. Voilà pour cette vidéo. J'espère que vous aurez appris pas mal de choses, notamment ce potentiel B2 qui aurait été abattu. Voilà, c'est très intéressant comme sujet. N'hésitez pas à poser vos questions. Je vous recommande vivement ce livre concernant l'engagement du SA-3 sur le F-117. C'est hyper intéressant, c'est technique, c'est en anglais bien sûr, mais c'est un très très bel ouvrage que je vous recommande. À bientôt.